je lis. Donc, en plus, c'est bien parce que comme je lis, je peux m'installer confortablement. Comme les autres intervenants de la Fabrique du roman, j'ai été obligée, comme les étudiants qui sont nombreux ici, donc j'ai été sommée de me poser cette question, la Fabrique du roman. Donc moi, j'avais traduit la théorie du roman, mais ça doit probablement rendre compte de la période de mes études. Mais enfin, donc chaque fois que je dirais théorie du roman, vous pouvez rectifier Fabrique du roman ou le contraire. C'était un soir d'octobre, et donc il n'y a pas très très longtemps. Et j'écoutais la radio en rêvassant à la lumière dorée qui tombe à l'automne sur les feuilles jaunes et rouges quand j'entendis cette phrase énigmatique. La théorie du roman est d'abord et avant tout elle-même un roman. Une phrase qui m'était de toute évidence personnellement destinée. Je sursautais, expulsée de ma rêverie, ramenée à moi-même, arrachée à la douceur de mes sous-bois mentaux. Je venais de me rappeler que j'avais promis à Dominique Bondu une conférence sur ce sujet si ample, si confusionnant, la Fabrique du roman, une conférence pour vous. Je bondis et rassemblais mes livres et mes esprits. Milan Kundera, Jean-Luc Nancy, Jacques Rancière, que disiez-vous déjà? Mon esprit s'agitait en tous sens. Dans le poste, la voix grave articulait des certitudes inquiétantes. Le roman est de plein pied. La littérature a toujours déjà commencé. Oui, me dis-je, ce n'est pas faux. Quand on ouvre un roman, ça a déjà commencé. Et ça ne finit pas non plus. Le conte finit, pas le roman. Dans le silence qui suit, disait la voix, le récit continue. Pourrait-on dire, par exemple, lui demandai-je, que le roman est avant tout une théorie du roman? Mais rien ne répondit, c'est la limite de la radio. Ne compte que sur toi-même, me rappelai-je. Les jours suivants, je pris des notes, renouant avec mon passé d'ancien, d'étudiante boulimique, et au début, ce fut délicieux. Je relus Aspect du roman, que je vous conseille, de Edward Morgan Porter, l'ami des Woolf, l'auteur de Maurice. Et je conclus de mes lectures que le roman, c'est n'importe quoi, l'exposé que vous avez déjà eu tout à l'heure, j'en suis vraiment désolée. Donc, n'importe quoi, un éventail des proses qui vont du roman géographique au poème en prose. Je relus Pavese, un peu par hasard, je reconnais, qui parle de l'enfance comme noyau de toute écriture et du mythe que chaque artiste porte en soi. Deux bonnes choses à dire, c'est fait. À la fin de la semaine, j'étais noyée. Une fois de plus, confrontée à un étonnant sentiment d'étrangeté. J'étais moi-même passagère clandestine de ce navire du roman. Avons-nous assez navigué sur une mer mauvaise à boire? J'étais l'otage hypnotisé d'une théorie à faire, inquiétante, douteuse. Théorie d'une pratique qui pourtant est la mienne jour après jour depuis 30 ans. Et pour découvrir quoi? Pourquoi t'inquiètes-tu ainsi? J'aime bien faire surgir les personnages dans mes conférences. Pourquoi t'inquiètes-tu ainsi, me demanda alors Berg, levant la tête de son livre. Donc Berg, c'est un type que je convoque dans les histoires que j'écris. Il est assez pratique. Ça me permet d'adopter une forme dialogique très, très, très agréable à écrire, en fait. Donc, pourquoi t'inquiètes-tu ainsi, me demanda alors Berg, levant la tête de son livre. Parle de toi, de ton travail, de comment tu fais, c'est ça qu'on te demande. L'inquiétude est une des définitions de l'art, murmurai-je. Mais il y a autre chose. Je crois que je ne sais pas exactement ce que je fais. Et pire, je crois que je ne veux pas exactement le savoir. Pavese en parle, heureusement, de ce sentiment bizarre. Je sais très bien ce que je veux faire, je sais très bien ce que je dois faire, je sais que je suis sur Terre pour accomplir ce travail, mais je ne dois pas entrer en contact avec ce savoir. Préserver la part du feu, la part d'inconscient, la part aveugle de l'écriture qui s'accomplit, accepter d'avoir les yeux bandés, les mains en avant et pourtant raisonner. Le roman est le lieu des contradictions non contradictoires et nous y sommes. Et pourtant, il y a cette autre chose, et je la nomme discours imprononçable sur soi-même, le je qui asphyxie la pensée. Alors, dit Berg, ose dire ce que tu n'aimes pas dans le monde des lettres d'aujourd'hui. Nomme ce contre quoi tu écris, ce contre quoi tu te rebelles. N'écrit-on pas toujours pour que ça change et pour que ça soit différent? Je fis alors la liste de mes certitudes. À bas les marquises qui sortent à 5 heures. Brûlons les descriptions de boutons de manchette. Comme disait déjà Virginia Woolf, il est temps d'en finir avec une littérature de porte-manteau.
Non au réalisme sociologique, au naturalisme sans transcendance. Maudit soit le roman de gare, ressuscité aujourd'hui en roman vulgaire, bavard, rassurant, débordant de clichés, psychologique, caressant la lectrice dans le sens de ses fantasmes. Non au formalisme arrogant, au minimalisme fatigant, aux écoles du trop bien écrire. Halte au narcissisme du romancier omniprésent. À bas les héros, à bas les génies, comme l'écrit joliment la norvégienne Ebbjørg Wassmo. À bas le machisme en littérature. Et tel Don Quichotte brettant contre les moulins, tel Cyrano bataillant contre les spectres, à nous deux la bêtise, ces deux-là furent toujours mes modèles. Je tourniquais à l'infini, sur moi-même, et prise de vertige, je chus. Me réveillant de ce malaise colérique, c'est à Flannery O'Connor, à sa manière si lumineuse de mêler expérience et fiction, que je dus de retrouver mon calme. La première phrase, me dis-je, tout est là. Lot Motoun appela son chien. Flannery O'Connor raconte comment une histoire, une nouvelle, un roman, c'est tout comme, découle de la première phrase. Une très bonne première phrase note-t-elle ce Lot Motoun appela son chien. On les voit, la bête frétille et l'homme attend. Il a un excellent nom, Lot Motoun, et on sent que tout peut arriver. Le reste suit, mais pas forcément tout de suite. Je me souviens d'avoir écrit un jour « Bérénice a des gestes bouleversants, c'est ce que maman dit toujours ». C'était la première phrase de mon deuxième roman, Madame Placard. Elle est restée là toute seule pendant des mois. Et puis un jour, la suite a surgi à la suite d'un choc, si je me souviens bien, la mort d'Hervé Guibert un jour de décembre. Là aussi, le nom constituait le point de départ d'un monde à venir. Quelques années plus tard, j'écrivis un roman qui était un défi, petite. La première phrase était « Je n'aurai plus jamais faim ». Je ne savais pas ce qu'il y aurait après, parce que je ne me souvenais de rien. On écrit avec ce qu'on a oublié, avec ce qu'on ne comprend pas, et derrière la première phrase, un monde surgit, comme on ouvre une porte. Chante, muse, raconte-moi l'homme, chante, déesse, la colère d'Achille. Ainsi commence l'Iliade, comme vous vous en souvenez sans doute, le spectacle commence. Pour Week-end de chasse à la mer, qui met en scène Eugenio, un jeune garçon surdoué, et sa mère, dépassée par la vie, la première phrase est aussi familière que bizarre. Quel est ton animal préféré ? Et je ne savais pas du tout à l'époque à quel point les animaux me hantaient, ni pour quelle raison. Le dauphin d'Agnès, les animaux domestiques surtout, les oiseaux que nous gardons en cage. Le petit garçon se penche avec délicatesse vers sa mère. Le langage les réunit doucement. Il crée un monde à deux, et ça s'appelle la poésie de l'amour, ou bien ça s'appelle l'espace du roman. Et encore et toujours pour moi, donc, des enfants, de la faiblesse, des êtres vulnérables, des animaux en cage et du langage. Sylvia Townsend-Warner, une romancière anglaise trop méconnue du XXe siècle, auteure en particulier d'un livre que j'adore, Laura Willows, et d'un autre roman encore moins connu, Le diable déguisé en belette, un roman communiste, disait-elle, qui se passe dans une abbaye sur 600 ans et qui est l'histoire des sœurs, des générations en fait je ne sais plus comment ça s'appelle, de moines filles. Donc elle faisait l'hypothèse suivante. La trajectoire d'un roman est la résultante... Ça prouve que vous m'intimidez, hein, surtout. Donc, je reprends. Sylvia Townsend-Warner faisait l'hypothèse suivante. La trajectoire d'un roman, écoutez bien, c'est un théorème. La trajectoire d'un roman est la résultante du croisement d'une vision, qu'elle comparait à la trame d'un métier à tisser, et d'une phrase qui est comme l'aiguille tirant le fil. Rien ne se peut s'il manque l'une ou l'autre. Le texte est un tissage, et sa vérité se lie en son envers. Et cet envers est comme une seconde vie. Observez perpétuellement, observez l'inquiétude, observez la bêtise, mettez sur le papier cette seconde vie, l'envers, qui se déroule derrière la vie officielle, mélangez ce qui fait rire et ce qui fait pleurer, inventez de nouvelles formes. C'est ce que préconisait Virginia Woolf. Observez cette seconde vie, c'est le but plus ou moins avoué de tous les écrivains. Pour Week-end de chasse à la mer, un roman que j'ai publié il y a 17 ans maintenant, et qui longtemps s'est appelé Moyenne, j'avais ma vision. Un square, sinistre, des mers, pas très gais,
Un dimanche de pluie, autour du tas de sable où patouillent les enfants. La grande misère des mères le dimanche, je voulais la venger. Et puis la phrase est venue, que je vous ai dite déjà, quel est ton animal préféré? Le visage de ce petit garçon, Eugenio, et ils se sont mis à parler. Et la mère de Charlie Chaplin a surgi, elle s'en est mêlée, elle qui disait sans cesse à son fils « Regarde, écoute, regarde, écoute ». Et le roman, au début, un fil, une trame, des voix qui s'enchevêtrent. Ensuite, pendant quelques années, j'ai travaillé à un grand roman, Ma tapisserie à la licorne. Un grand roman, un gros roman. Tout le monde m'en parlait. Il faut écrire un grand roman, il faut s'y mettre, me disait-on. Et ses locuteurs étaient les mieux intentionnés. Arrête d'écrire des nouvelles. J'avais écrit des nouvelles. Les Français n'aiment pas ça. Pas de petits romans féminins, pas de petits romans français nombrilistes. Montre ce dont tu es capable. Montre, comme le disait aussi Virginia Woolf à propos de Jane Austen, montre que tu es capable de te confronter au monde. Sors de ta maison, de l'univers des femmes, de la famille, de la fausse modestie, des enfants. Entre dans l'armée des lettres, engage-toi, pense à Joyce, pense à Faulkner. Le grand roman est polyphonique, politique. Je lui donnais un titre, c'est toujours un début. Ça s'appelait L'engagement. Il a fini par naître sous le titre bizarre qu'a évoqué Dominique Bondu tout à l'heure, Dans les yeux des autres. J'ai écrit ensuite un essai sur les femmes en littérature, leur sens du décalage, de l'ellipse, de l'ironie, de l'humour sur soi, et leur respiration tellement différente, comme dit aussi Virginia Woolf, le rythme, et ce devoir qui est le nôtre d'être ce que nous sommes, ce qui n'est pas si facile. Je me suis découverte la sœur de Grace Paley, qui s'est si bien donnée à de pure fiction l'allure d'un récit spontané et complice de son écriture insolente, remplie d'objets bannis par la grande littérature. Des balais, des pelles, des seaux, des habits d'enfants. On croit qu'elle raconte, Grace Paley, alors qu'elle invente. Et on croit qu'elle invente quand elle raconte. Ses visites, c'est la même chose en fait. Ça. Ses visites à son vieux père, ses rencontres avec un ex-mari, ressemble aux nouvelles d'Isaac Babel. La vie est là, la pensée, la révolte, la poésie, le rire qui sont indissociables. J'ai été puisée du courage et de l'énergie aussi auprès d'Alice Munro, son intelligence généreuse et puissante. Alors, vous vous demandez sans doute pourquoi je suis obligée de convoquer toutes ces femmes écrivains au lieu de juste parler de moi, et parce que je pense que c'est une méthode, c'est une conception, c'est même une philosophie de convoquer d'autres écrivains pour se constituer, pour se définir, de passer par l'extérieur pour revenir à soi. Donc Alice Munro, elle peint les moments où ça bascule dans la vie des pères, des filles, des couples, des enfants. Elle peint avec âpreté, elle peint avec un couteau. Ça peut être une révélation pendant un voyage en voiture, une longue attente dans un motel, une déception de trop, une phrase qui tue. Et je pense à cette phrase d'Isaac Babel. Tolstoï raconte toute une journée. Je me contente de raconter 5 minutes, les 5 minutes les plus importantes. Mais ensuite, ce récit, rugueux comme la corde, je le polis mot à mot, phrase à phrase, jusqu'à ce qu'en jaillisse le son juste. J'ai pensé aussi à Ludmila Ulitskaya, à ses pauvres parents, ses histoires d'amour dans les faubourgs du quartier des Chats à Moscou. J'ai relu ces histoires pour comprendre comment elles faisaient exister si fort une petite fille amoureuse, une vieille couverture sous un escalier, une cousine aigrie, un bouton manquant sur un manteau et l'odeur d'une soupe à l'orge perlée. Et je me suis aperçue que tous ces écrivains me ramenaient vers la lumière. Et j'ai noté, attraper la vie, ses détails les plus idiots, sa drôlerie tragique, saisir le moment le plus important, trouver son propre souffle, ne pas s'ennuyer, mais surtout, polir la phrase. J'ai fouillé dans ma bibliothèque si mal rangée qui cherchait un livre revient à ouvrir la Bible n'importe où, ce que beaucoup de gens font parce que c'est une bonne manière de savoir ce qu'on doit faire. Et j'y ai trouvé un texte de Walter Benjamin qui disait ceci. L'homme, autrefois, imitait la patience de la nature, enluminure, pierre polie ou gravée, toutes ces productions opiniâtres qui ne se font plus guère. Le temps est passé où le temps ne comptait pas. L'homme a réussi à abréger la narration et c'est pourquoi nous assistons à la naissance de nouvelles formes. Oui, me suis-je dit, c'est ce qu'on écrit pendant que tourne le tambour des machines à laver le linge, que les enfants jouent au jardin, ce qu'on écrit entre 2 trajets à l'école, un rendez-vous chez le médecin, un job alimentaire, dans l'autobus, l'extérieur et l'intérieur mêlés, ce que les femmes écrivent parce que leur cerveau, comme leur vie, fonctionne en dérivation parallèle
plusieurs pensées à la fois, plusieurs soucis, plusieurs êtres dans le cœur, et tout autour d'elle, la foule qui se presse, les voix que l'on entend. Je me suis souvenu du schéma du cours de physique qui rendait compte de ce phénomène, une histoire de résistance. La toile des sentiments mitigés et déchirants qui nous enveloppent, nous, nos mères, nos amis, nos frères, nos amants et nos enfants, qui nous enveloppent, nous nourrit et nous exténue. Ce qui leur arrive tous les jours, mon Dieu, tous les jours, ces milliers de tragédies. Or, les hommes savent depuis des millénaires cliver et séparer et s'occuper d'abord de leurs oignons. Mais nous, qui ne le savons pas, nous sommes obligés de faire entrer ce Capharnaüm, cette bouillie, ce flux compliqué de pensée, de compassion et de rage dans les livres. Il se trouve que justement, c'est ça la modernité. Ce bordel, cette complexité opaque et contradictoire qui rend l'écriture assertive du grand roman monde d'autrefois inopportune et peut-être mensongère. On écrit, me dis-je, des histoires enchâssées les unes aux autres, comme on filme en plan rapproché, parce que le monde nous est de plus en plus incompréhensible et simultané. L'honnêteté, la première vertu. Je me souviens de mon enthousiasme quand je recopiais, il y a très longtemps, j'ai toujours adoré recopier, les thèses de Feuerbach. Il ne s'agit plus d'interpréter le monde, il s'agit de le transformer. Nous étions bien sûrs de nous, me dis-je aujourd'hui. Je souhaite toujours transformer le monde, mais je sais que Dieu aime les plaisanteries et parfois offre des épiphanies, et aussi qu'un point mis au bon endroit peut servir de levier pour ébranler le monde. L'affaiblissement de l'idée d'éternité, on en parlait avec Dominique Bondu ce matin, l'idée d'éternité va avec le sentiment de compréhension, coïncide avec le dégoût des longues tâches, disait un jour Paul Valéry. Le roman se bat contre le temps, et avec le temps, titan contre titan, ce qui exige ruse, tact et modestie. J'ai continué à rassembler ma famille, comme on se tire à soi-même les cartes. Salut à toi, Catherine Mansfield, et ton scalpel cruel. Salut à toi, Jean Rhys, reine des sentiments fugaces et gênants. Et ma tristesse étant dissipée, j'ai su quel était mon devoir, montrer, donner à voir ce qui grouille par en dessous, ce qui grouille par en dessous dans l'univers obscur de la pensée, les fantasmes, les histoires, comme des algues ou des poissons révélés par un rayon oblique, ce que je ne sais pas vivre moi-même et ce que je ne sais même pas que je vis. Mêler l'intime et le politique. Dans mon dernier roman, Dans les yeux des autres, Anna et Molly, deux sœurs, confectionnent des pelotes de laine en se souvenant des pompons qu'elles fabriquaient quand elles étaient enfants. Le fil de la laine, comme le fil de la phrase, se transforme en tissu qui enveloppe, qui réchauffe, qui habille le nu du temps. Le biais du tissu imite le biais du temps, ses fils entrelacés. Pourquoi je me sens si proche de Ludmila Ulitskaya, la nouvelliste devenue romancière à la Pasternak? C'est que, comme elle, j'obéis à une commande que je me suis passée à moi-même, rendre justice dans ce livre à une génération calomniée. Emboîter les scènes, faire surgir des images, ressusciter un temps d'hier qui se mêle à l'ère d'aujourd'hui, pratiquer un art inédit, la démocratie des voix. Pour y parvenir, comme je vous l'ai dit, je suis allée voir du côté d'innombrables camarades écrivaines. Je suis aussi allée voir du côté de Doris Lessing, de ce carnet d'or où elle recomposait le monde. Doris Lessing, quand elle écrit le carnet d'or, fait explicitement référence à Woolf et à Joyce, et j'ai le sentiment de reprendre le flambeau où elle l'a laissé en interrogeant cette crise politique et littéraire qui est celle d'aujourd'hui, qui était celle de son époque, et pour mettre en œuvre une reconstruction à travers la réécriture de scènes, laisser l'histoire surgir, laisser jaillir les images, laisser l'inconscient faire son travail et observer, s'effacer et observer. La littérature, nous le savons bien, se nourrit de sa propre mythologie, dont elle est indissociable. On écrit parce qu'on baigne dans le fleuve immense des livres, et de même que Bulgakov réécrivait Faust, de même que Vassili Grossman réécrit Guerre et Paix, que Cynthia Ozick réécrit Henry James, chacun à sa manière y réécrit une histoire déjà écrite 100 fois pour dire une nouvelle fois la bêtise, la cruauté, la vanité, l'absurde, le ridicule et la beauté. N'est-ce pas notre matière première? On ne risque pas d'en manquer. Le roman, c'est tout simple. C'est le triomphe du mystère de la personne humaine. Le mystère, tout est là. Je vous remercie.